Congo est tenu entre les mains de deux hommes totalement inconnus pour le grand public, Maurice Tempelsman et Dan Cartler. Le premier entre 1960 et 90 et le second entre 2000 et 2015. Petit aparté, oui, Mobutu ne fait pas partie de la liste et tu vas comprendre pourquoi juste après. En 1960, Lumumba est élu et il promet les ressources du sol congolais à son peuple. Les Belges, qui avaient la main mise sur les ressources, se sont empressés d'envoyer leur armée dans la région du Katanga, extrêmement riche en cuivre, en cobalt et en diamants. Après ça, ils se servent de Moïse Tshombe, un homme d'affaires du pays, pour annoncer la sécession de toute cette zone. Donc à ce moment, le Congo, c'est le nord de Lumumba, le sud de Tshombe, sous influence belge bien sûr, et cette petite région qui s'appelle le Kasaï, pris par Albert Kalonji, soutenu par d'autres Belges encore. C'est là que Lumumba fera une erreur fatale. Il annonce officiellement que si les États occidentaux ne font rien pour l'aider contre l'invasion belge, alors il ira chercher de l'aide ailleurs. Et ça, c'est interprété par les Américains comme l'annonce d'une alliance avec l'Union soviétique. C'est à ce moment que le chef de la CIA dira Lumumba est pire que Castro. L'ambassade américaine au Congo dira le gouvernement de Lumumba doit être détruit. Lumumba, lui, ne savait rien du plan américain de le faire tomber. Il avait juste prononcé ces mots en espérant que les choses bougent. Il ira ensuite à New York pour demander l'aide des Nations Unies. Son officier de sécurité à ce moment-là, c'est la même personne qu'il trahira quelques mois plus tard, Mobutu. Il rentre ensuite au Congo sans certitude mais avec un bon sentiment. C'est là que Maurice Tempelsman entre en jeu. Faut bien voir qu'à l'époque, le commerce de diamants est tenu dans les mains d'une famille, les Oppenheimer. Ces derniers ne veulent pas voir le Congo tomber aux mains des Russes. Et ça peut se comprendre. Imagine que tu as tous les diamants du monde, tu es ainsi le seul à pouvoir définir les prix. Mais si quelqu'un d'autre en a autant que toi, alors il peut vendre moins cher, et là, il te prend tous tes clients. Mais les Oppenheimer ne sont pas embêtés. Ils ont des hommes chez les Belges, les Anglais, et surtout un homme très important chez les Américains. Un certain Maurice Tempelsman. Un homme qui deviendra d'abord très influent au Ghana et au Congo, précisément parce que ces pays ne voulaient pas vendre leurs diamants à des hommes liés aux anciens colons, ni aux Oppenheimer. Donc Tempelsman, il y va en se présentant comme un homme d'affaires américain totalement indépendant, et même en compétition avec les Oppenheimer. Ce Maurice Tempelsman est intéressant pour plein de raisons, mais le plus important, c'est peut-être sa proximité avec des politiques américains, des Kennedy au Clinton, en passant par Barack Obama et même Lyndon B. Johnson. Je vous ai dit, il a le bras long. Après ça, il va se servir de l'ONU, du département d'État américain et de la CIA pour faire avancer ses intérêts en Afrique. Pour ça, il a un employé de renom, Adlai Stevenson, candidat à la présidentielle des années 50, qui est un peu son homme à tout faire. Il le paye pour impressionner les chefs d'État africains et prouver son influence, négocie auprès du département d'État américain afin qu'ils achètent des diamants à Maurice, et enfin, il négociera avec de hauts responsables de l'ONU pour délaisser Lumumba et défendre les intérêts de Oppenheimer. Mais c'est pas tout. Maurice Tempelsman engage aussi George Whitman, ex-agent de la CIA, qu'il enverra négocier avec le directeur des opérations civiles des Nations Unies au Congo. Et enfin, il engage Larry Devlin, qui est chef de la station de la CIA au Congo, qui deviendra son agent de terrain. Larry Devlin, c'est l'homme qui avait donné le feu vert pour que l'on donne Lumumba aux forces de Moïse Tshombe afin qu'il se fasse tuer. En gros, pour faire simple, ce mec, Maurice Tempelsman, a corrompu une partie des Nations Unies et de la CIA pour servir ses intérêts sous prétexte de lutter contre l'Union soviétique. Par conséquent, lorsque Lumumba est assigné à résidence à Léopoldville sous la garde des forces de l'ONU, Washington exige qu'ils abandonnent Lumumba. On le voit dans les rapports déclassifiés de la CIA, malgré les multiples appels de partisans de Lumumba aux États-Unis et à l'ONU, il sera totalement abandonné. Bref, avec l'aide directe de la CIA, Moïse Tshombe capture Lumumba et le fait torturer et jeter vivant dans de l'acide sulfurique. Pour la simple et bonne raison qu'il voulait les ressources de son pays pour le peuple de ce même pays. Après sa mort, Lyndon B. Johnson, le nouveau président, très proche de Tempelsman, s'attaque aux anciens soutiens de Lumumba. Ce sera alors Mobutu, son ancien officier de sécurité personnelle, qui prend le pouvoir. Ce même Mobutu qui avait reçu des paiements des services secrets belges dès 1956 et par la CIA quelques mois avant l'assassinat de Lumumba. Il conservera son pouvoir jusqu'en 1997 et fera ses affaires avec Maurice. Ce dernier lui donnera des conseils pour conserver le pouvoir, lui livrera un pourcentage sur ses affaires dans le pays et lui livrera des lobbyistes américains pour défendre ses intérêts à Washington. Et c'est ainsi que Maurice et Mobutu contrôleront le Congo pendant 30 ans. Prochaine vidéo, on parle de Dan Cartler. Depuis le début des années 2000, le Congo est dans les mains de ce petit état du Moyen-Orient et plus particulièrement dans celle de ce type. Le pire, c'est que le boug, il est complètement raciste. Dans les années 90, alors qu'il a 24 ans, Dan Cartler, israélien d'origine, part au Congo pour poursuivre les affaires de son oncle et de son grand-père. Il fait la rencontre du fils du président grâce à un rabbin Lubavitch, puis rencontre son père et lui fait une proposition qu'il ne
pourra pas refuser. En ce moment c'est la guerre dans ton pays, je te propose que des militaires israéliens forment ton armée, on te livre des armes et je te donne 20 millions. En échange, tu me donnes 70% des bénéfices du marché des diamants dans le pays et tu exclus toute la concurrence. Laurent Kabila, alors président, accepte et c'est comme ça qu'en l'espace de quelques mois, il arrive à acquérir 600 millions de dollars de profit alors qu'il en avait investi 30 fois moins. Le pays devient alors une colonie diamantifère de Gertler. Malheureusement pour Dan, le président se fera assassiner l'année suivante en 2001. Son fils, Joseph Kabila, arrive au pouvoir et révoque le monopole de Dan sous pression du FMI. Malgré cela, Gertler conserve un contrôle sur près d'un quart des exportations de diamants du pays. Il devient très vite milliardaire et un des hommes les plus riches d'Afrique. Dans le même temps, il crée près de 60 holdings afin de payer un minimum d'impôts et de rendre son business le plus opaque possible. Résultat, en 2012, le FMI cesse ses prêts financiers au Congo à cause de l'opacité de ses activités avec Gertler. Ainsi, le peuple et l'État s'appauvrissent alors que Gertler et le président corrompu s'enrichissent. Et encore, ça donnait v'là les miettes au président. En 2006, Gertler achète les droits pétroliers de 2 sociétés d'État congolais pour 500 000 $. Mais en 2012, l'État se dit « Ah, en vrai, t'es pas chaud de me les revendre ?» Gertler, c'est un mec sympa et dit jamais non. Il leur revend à 194 millions. Il leur a fait payer 380 fois plus cher. Certes, c'est fait dans le cadre de la loi, mais c'est dur à défendre moralement. Justement, en 2017, les États-Unis en ont marre et le sanctionnent pour corruption excessive. En gros, il ne peut plus faire des affaires avec des citoyens ou des entreprises américaines et ses actifs sont gelés aux États-Unis. Tout ça parce qu'il a fait perdre environ 2 milliards au Congo avec tous ses pots de vin. Il se défend en expliquant qu'il crée des emplois et qu'il fait de la philanthropie dans le pays, alors même qu'il corrompt les différents chefs d'État successifs du pays et qu'il appauvrit ce même pays en accaparant toutes ses ressources. Et jusqu'à aujourd'hui, les sanctions n'ont pas encore été levées malgré le lobbying de Alan Dershowitz. Alors monsieur Dershowitz, c'est juste l'avocat d'Epstein, avocat qui a été accusé de viol par l'une des victimes d'Epstein. Le mec est juste en train de défendre quelqu'un avec qui il était en train de faire les choses pour lesquelles il est en train de le défendre. Mais un autre personnage va mettre pression sur les Américains afin de libérer Gertler, un homme très important dans l'État hébreu, Yossi Cohen, chef du Mossad. En janvier 2021, il va alors voir Trump avec l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis et va réussir à obtenir une levée des sanctions pendant 1 an jusqu'à ce que Biden arrive et qu'il relance les sanctions. Mais Yossi Cohen ne s'arrête pas là. Il part discrètement au Congo pour proposer une coopération entre Israël et Joseph Kabila, l'ancien président. Félix Tshisekedi, qui est alors président, craint que l'ancien président et le chef du Mossad ne préparent un coup d'État contre lui. Et à juste titre. En 2019, le jour même de la deuxième visite de Yossi Cohen, l'avion présidentiel de Tshisekedi s'envole de Goma à Kinshasa. Il arrive à terme, mais ce ne sera pas le cas de ses coéquipiers qui meurent d'un crash d'avion. On peut totalement douter de l'implication de Cohen et de son équipe sur cette tragédie, surtout que certains agents de sécurité israéliens expliquaient que sa visite serait pour l'intérêt de la sécurité nationale israélienne. Par conséquent, Tshisekedi expulse le chef du Mossad du pays. Mais aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qu'il en est? Comme je vous le disais, les sanctions sont de retour sur Gertler. Et malgré cela, selon une ONG, Gertler continue de jouir des ressources congolaises grâce à un réseau de blanchiment d'argent comprenant le Congo, l'Europe et Israël. Un autre rapport estime que Gertler pourrait percevoir 1,76 milliard de dollars en royalties entre 2021 et 2039, soit environ 250 000 $ par jour. Et cet homme qui jouit des matières du pays est le même qui se vante, je cite, d'avoir tout compris à la politique des... C'est par ailleurs le même pays qui a engagé des pourparlers secrets avec le Congo pour y envoyer des Palestiniens en masse. Des génocidés déportés dans un pays brisé par les massacres, c'est peut-être ça le 21e siècle les amis.